messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien sur DSC Télévision. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Sur ce, je vais recevoir quelqu'un. Il est habitué, mais c'est pour la première fois qu'il vient chez nous. Il s'agit de Jonathan Wele. Il est du parti politique pour l'amour du Congo, PAC en sigle, et également membre de l'AMUCA. Avec lui, nous allons échanger sur l'affaire Kwamutu. Aujourd'hui, on a plus de 6 000 déplacés, sans assistance humanitaire. Avec lui, nous allons essayer de changer. Mais au même moment, vous pouvez participer en direct dans cette émission à travers nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, avec le même nom, DSC Télévision. Merci à vous. Bien. Bonjour, monsieur Jonathan. Bonjour, madame. Comment vous allez? Personnellement, nous semblons être en bonne santé, en dépit du fait que désormais le monde place la RDC à la deuxième position des pays les plus malnutris, dont les principaux couches de la population vivent en dessous de la moyenne acceptable dans le monde et dont les taux élevés plutôt de la malnutrition a atteint les niveaux les plus, si j'aimerais bien utiliser le mot le plus abstrait, parce que aujourd'hui, en dépit de ces bonnes mines que nous avons, le monde pense que nous sommes malnutris, le monde pense que nous ne mangeons pas assez bien, et c'est là, entre autres, par le simple fait que la gouvernance de la République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas été à la hauteur, n'a pas été en même de nous donner de quoi manger sur nos tables et de nous mettre dans des conditions morales, tant physiques, pour faire développer notre personne. Et également, je suis un peu triste parce qu'aujourd'hui, c'est jour pour jour, 90 jours, depuis que Bunagana est sous occupation. Comme compatriote, ça me dérange. Comme compatriote, j'ai mal au cœur. Et je ne peux qu'apporter mon élan de solidarité à l'endroit de ma population qui se retrouve en cet instant à Bunagana. Alors, comment se porte PAC? PAC se porte très bien il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, lorsqu'on essaie, on n'avait pas autant d'engouement, on n'avait pas autant d'engagement des jeunes dans l'activisme politique que nous avons aujourd'hui. Et c'est là, entre autres, grâce à la constance dans le combat du président Martin Fayulu Madidi, l'homme pour qui le PAC pense effectivement que la population congolaise devait à nouveau faire confiance en 2023, parce qu'il a avec lui la vision d'un Congo meilleur, la vision d'un peuple beaucoup plus respecté dans le monde, la vision d'un pays où on sera à même de finir nos guerres sans demander à l'aide, sans demander surtout à l'aide à un pays comme le Soudan du Sud qui aujourd'hui est divisé, mais va être obligé de nous envoyer des militaires ici pour amener la paix. Voilà, on parle de Kwamutu. Ça vous dit quelque chose? Depuis maintenant plus de 2 semaines, ma population souffre de l'absence de l'État congolais, principalement dans la province du Maïnombe et dans ces territoires ou encore ces coins de Kwamutu. Quand j'en parle, j'ai froid aux yeux. Quand j'en parle, j'ai les cœurs qui saignent. Pourquoi? Parce que ça me rappelle les tristes événements de 2018, où on s'est réveillé un bon matin, on suit à la radio que les gens s'entretuent là-bas, ou des tribus s'entretuent. Simplement parce que l'État congolais n'a pas été en même de cerner le problème avant, de les anticiper et les gérer. Parce que l'État congolais, qui est détenteur de tout le pouvoir, de par les attributs constitutionnels, parce qu'il faut déjà dire qu'au Maïndombe, il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a des REDOC, villes détachées là-bas, il y a les REDOCA pour la province, il y a également des services de sécurité qui travaillent pour la paix dans cette province. Mais lorsque j'apprends que les gens arrivent plutôt à donner de morts, sans que tous ces services réunis, personne ne soit à même d'alerter avant, ça dérange. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais la question de cette pénurie de carburant, cette Congo nous a alerté au mois d'août. En dépit du fait que nous avons été têtus et moins prévoyants, nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Mais pourquoi tous ces services réunis, personne n'était en même d'alerter pour dire voilà, la tension monte. Et voilà, ces populations souhaitent prendre le pouvoir alors qu'ils ne peuvent pas. Autorité de l'État, venez. Donc aujourd'hui, nous parlons de ça avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, parce qu'il s'agit là des Congolais qui meurent un peu comme chaque jour.
Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais qu'il me sera difficile, moi, Jonathan et les PAC, d'enlever nos brassards noirs. Parce que nous ne les mettons pas parce que nous voulons le mettre, mais c'est parce que chaque jour, un Congolais tombe. Et lorsqu'un Congolais tombe, nous sommes, nous, remis en cause. De par notre activisme, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que les Congolais ne meurent pas? Et nous nous rendons compte que nous avons tout fait, mais l'État congolais n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette animosité entre les deux ethnies, Yaka et Teke? Déjà, il faut dire que le droit congolais est respectueux des us et coutumes de tout un chacun. Voilà pourquoi, dans ces organisations, chaque fois que l'on institue un gouvernement, l'on pense également à soit un ministère dans lequel on incorpore les affaires coutumières ou on les dissocie des autres pour en faire un ministère à part entière. Il n'y a pas plus longtemps, il y a une année et demie, dans le gouvernement Ilukamba, on a eu un vice-ministère qui s'occupait que des affaires coutumières. Mais aujourd'hui, avec Samalou Kondé, nous avons tout un ministère qui a bénéficié de la fusion de deux ministères. Voilà pourquoi je l'appelle la trision. Il y a les ministères de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Ces trois ministères réunis exercent les attributs de tous ces trois ministères. Et vous allez noter également que dans l'ordonnance loi numéro 22/003 du 22 janvier 2021, qui répartit les attributs de chaque ministère, les seuls ministères à avoir beaucoup plus d'attributs sur le ministère de l'Intérieur. Mais curieusement, lorsque l'on énumère ou on décompte les 25 attributs, on ne trouve nulle part les attributs dévolus aux affaires coutumières. Contrairement à ce qui s'est passé avant, où il était dit sous Ilukamba que les vice-ministères aux affaires coutumières étaient détentrices de tous les archives et gestionnaires des ordres généalogiques ou successorales des tribus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un secrétariat général aux affaires coutumières. Il s'est fait qu'il y a une tribu d'entre les deux qui veulent investir un chef. On parle de Yaka. Alors que là est reconnu être le sol de Teke. Est-ce ces deux tribus-là devaient en arriver à des tueries? Pourtant, il y a un ministère qui s'occupe des affaires coutumières. J'ai dit non. Pourquoi? Il était beaucoup plus simple, si l'État congolais exerçait effectivement ses attributs, d'inviter les deux protagonistes, de sortir les archives et de prouver devant les deux tribus qui est réellement propriétaire terrien. En dépit du fait que l'on le dit encore, la loi Bakajika l'a dit, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc aujourd'hui, si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'un ministère n'a pas exercé effectivement ses attributs. C'est le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Mais encore, est-ce qu'il pouvait l'exercer aussi longtemps que dans ses attributs? Ce n'est nullement pas établi ou nullement pas explicité ce qu'il doit faire dans les secteurs des affaires coutumières. Voilà d'où même la genèse de ces conflits. Et voilà pourquoi je pense qu'il faille ramener d'abord, rapporter cette ordonnance pour inclure effectivement les attributs dévolus aux affaires coutumières et éventuellement à se faire asseoir les deux protagonistes et les départager quant à ce que dit réellement l'ordre généalogique et successoral de notre tribu. On a déjà plus de 6 000 déplacés sans aide humanitaire. Qu'est-ce que la population doit faire à ce moment-là? J'ai été, moi, étonné de suivre l'honorable Sakata, qui s'est plaigné déjà de l'effectif de militaires qu'on a envoyé là-bas. Parce que face à une situation où l'on dépasse les seuils de la maîtrisabilité, il faut imposer la loi. C'est un peu ce qu'a été le cas pour le phénomène Yubi. Lorsque l'État congolais a dénoté qu'il fallait effectivement réagir, on a envoyé des milliers de policiers et militaires pour établir l'ordre. Mais l'honorable Sakata s'est plaint que le nombre d'hommes qu'on a envoyés là-bas n'était pas suffisant. Et moi, je pose une question simple. Est-ce que l'État n'est pas en même d'envoyer autant de militaires ou c'est à dessein qu'on ne l'a pas fait? Et lorsqu'on parle de déplacés, madame, vous conviendrez avec moi que nous avons également enregistré des milliers de déplacés lors de l'éruption du Nirangongo. Là encore, on a posé la question de l'assistance de l'État congolais. À peine on pouvait voir le pain et la sardine donnés. Mais le pain et la sardine pouvaient être consommés au maximum 24 heures. Après 24 heures, comment ces gens-là vivront? C'est un peu le feuilleton que nous vivons maintenant avec les territoires de Kwamouth. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu la mission gouvernementale avec 5 ministères.
Mais après, 6 millions de déplacés ou 6 000 déplacés tels que vous les dénotez actuellement, créera sûrement et certainement une surpopulation ailleurs. Et lorsqu'il y a une surpopulation ailleurs, les coûts de vie vont augmenter. Mais l'assistance de l'État congolais. Je suis des fois écœuré de voir quand on nomme les ministères ou encore quand on désigne les ministres de gouvernement, on revient toujours sur ce ministère qu'on appelle affaires sociales. C'est effectivement là qu'on devait voir les ministères des affaires sociales à l'œuvre. Parce que là, il s'agit du social. Une personne contre son gré est obligée de quitter chez lui pour un autre territoire. Et lorsqu'il arrive là-bas, il n'a ni famille, ni connaissance. Et il arrive là-bas parce que l'État congolais ne l'a pas sécurisé là où il devait être. Donc d'office, il devient citoyen à la charge de l'État. Et là, l'État congolais devait tout faire, comme les Français le disent, aménager aucun effort pour que la paix règne. Mais si la paix ne règne pas, en dépit du fait que l'État congolais déploie, l'État congolais agit, nous allons nous poser une question. Est-ce que l'État congolais agit effectivement? Et là, je suis partant pour dire non. Parce que si l'État congolais agit, un peu comme nous l'avons vu pour la Légion saute sur Kolwezi, où lorsque l'État est arrivé, la première des choses, on a mis en place des tentes dans la même province, Kigali bien sûr, des tentes, et l'État nourrissait 3 fois la journée des populations. Mais aujourd'hui, les ministres des Affaires sociales vont en mission, ils rentrent et prétendent faire même rapport, ne s'assurant pas d'où et dans quelles conditions ces populations qui se sont vues être obligées de se déplacer vont vivre. Et là, sous la barbe impuissante de nos ministres, parce qu'il n'est pas exclu à un autre ministre de notre secteur d'agir et d'interpeller. Et même nos députés, principalement parce qu'ils sont actuellement pendant les vacances parlementaires, j'allais dire judiciaires. Et pendant ces vacances, ceux qui sont élus dans ces coins-là sont censés apporter à temps réel les informations de là. Et c'est là toute la grande problématique. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas d'interpeller, mais pourvu qu'ils nous écoutent encore. Parce qu'aujourd'hui, la question des déplacés, on l'a presque confiée aux organismes des Nations Unies. Lorsqu'on parle des déplacés, on attend que HCR envoie des bouillies et même la pâte à tartiner. Oublions que la mission première pour chaque État, c'est d'assurer la sécurité de sa population et éventuellement leur alimentation. Mais si on doit se réfugier au HCR, si on doit se réfugier au centre Carter, c'est en quelque sorte une façon pour l'État congolais de dire que j'ai échoué. Je ne suis pas à même d'amener la paix. Mais si l'État qui est censé être protecteur de la population, on vous dit qu'il a échoué, auprès de qui la population va se confier. Et c'est là toute la problématique. Voilà pourquoi nous ne cesserons de le dire. Il faille que dans les décisions gouvernementales, l'État congolais mette sérieux. Aujourd'hui, s'il faut poser la question de cette quote-part allouée au ministère des Affaires sociales pour le budget de la RDC, on va en rire ici. On ne va pas en rire parce qu'on veut rire, mais parce que les gens ne mesurent pas la grandeur de l'action. C'est à chaque moment, presque après chaque 6 mois, que nous enregistrons sur le territoire national des mouvements de déplacés. Aujourd'hui, on parle même de plus de 2 millions de déplacés internes. Ça veut dire des Congolais qui quittent d'un territoire à un autre, fouillant les mauvaises conditions de vie. Donc c'est un peu ça. Nous pensons que le ministère des Affaires sociales va effectivement s'activer pour trouver non seulement des toits, mais de la nourriture de manière régulière à cette population. Mais flèche contre arme, cette technique de combat, on n'a jamais vécu ça à Komoutou, dans une autre province à part les Nord-Kivu. Vous savez, toute forme de violence est prioritairement condamnée. Quels que soient les modus operandi ou même les tactes utilisés. Bon, là, on parle de villageois, hein, en fait, parce que pour eux, c'est plus les armes artisanales. Flèches, lances et tout. Mais pourquoi arriver à en faire usage alors que l'État congolais pouvait éviter ça? Et je vous ai dit ici, les droits terriens appartiennent à l'État congolais. Et c'est lui-même les garants de nos coutumes. Ailleurs, on dit même que le président de la République, c'est le premier des chefs coutumiers. Donc, il est le maître de son terre ou de ses terres. Et il faille que ces derniers en assument la responsabilité.
Mais lorsqu'il faut revenir un peu en arrière, en 2018, c'était presque similaire. Et puis après, on a parlé, il semblerait qu'il y avait des armes à feu aussi. Mais ils ont commencé par ça. Et c'est parce qu'on n'a pas été en même d'éviter à la nation ce genre de situations qu'aujourd'hui, là, nous ne subirons que nos pertes. Parce que la réparation n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi je continue à marteler que la question de la sécurisation de nos frontières relève d'abord de l'État congolais. Et je ne vois pas ces compatriotes qui vont résister lorsque l'État congolais impose la puissance publique. Parce que dans la puissance publique, il y a la contrainte. Si vous ne voulez pas écouter de manière délibérée, de manière simple, nous imposerons des coups de feu. Et face à ça, qui est ces villageois, qui est ces peuples qui va résister face à une arme à feu avec sa flèche? J'ai dit non. Et c'est parce que l'État congolais ne veut pas encore être présent. Et voilà pourquoi j'ai dit à l'entame ici que la population de Kwamoutou souffre de l'absence de l'État congolais sur cette partie du territoire. Parce que si l'État congolais était là, nous n'aurions même pas dénoté un mort. Parce que l'État congolais aurait su que les conflits de succession ou les conflits de trône vont s'imposer. Et de manière urgente, il imposerait des mesures drastiques pour éviter les bains de sang. Il y a deux délégations, deux tours. La première, c'était composé toujours du ministre des Affaires, vice-premier ministre du ministère des Affaires intérieures. Il est réparti encore avec sa délégation pour le deuxième tour, mais il n'y a pas un accord positif. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? L'argent de l'État congolais est sorti utilement. Parce qu'ils ont perçu des frais de mission. Ils ont perçu des frais de séjour. Parce que j'ai doute fort qu'un ministre se déplace sans qu'on paye ses frais de mission. Vous êtes arrivé sur place, un des protagonistes à ces mouvements de conflit, vous ne l'avez pas rencontré, vous êtes rentré. Vous estimerez être fier de vous? J'ai dit non. Parce que lorsque l'on est appelé à apporter des solutions, je me rappelle encore, on l'a célébré ces 25 ans, après depuis son rappel auprès du père Mobutu, qui disait qu'il était prêt, lui, à pactiser avec les diables pour amener la paix. Et lorsque je suivais son épouse, Maman Bobi, qui disait que Mobutu était en même de dormir à 3 heures, simplement parce qu'il attendait à voir les rapports de tous les 9 frontières de la RDC. Et c'est seulement lorsqu'il aurait ces assurances-là qu'il allait se coucher pour se lever à 4 heures. Monsieur le ministre, ou monsieur de la délégation, vous êtes parti, vous avez rencontré une couche, et l'autre non, et vous êtes fier. Et vous êtes même revenu à Kinshasa. Pourquoi faire? Mais ils sont répartis encore pour rencontrer les voilà. Est-ce qu'en répartant là, ils vont effectivement les rencontrer maintenant? Ils ont rencontré les deux communautés. Et quelle est la conséquence? Parce que les déplacés sont toujours là. La crainte est permanente. Déjà, moi je pense que sincèrement, le ministre Asselo n'est pas à sa place. C'est moi en fait. C'est dans ma personne. C'est votre opinion. Voilà. Parce que c'est seulement pendant qu'il est ministre que l'on a appris qu'à Kingabo, les gens apprennent à manier les armes. Le ministre de l'Intérieur est là. Les taux à la hausse du Koulouna actuel, nous ne l'avons jamais connu. Jamais. Monsieur Asselo, il y en avait, mais les taux actuellement, nous ne l'avons pas. Ministre Asselo toujours là. Bunagana sous occupation, Asselo toujours là. Et pourtant, dans ses attributs, il est censé assurer la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et c'est là le problème. Parce que Kwamoutou ne devait pas arriver parce que nous avons déjà connu pareille situation avec Yumbi. Ça devait nous servir de leçon. Et moi, je l'ai toujours dit, il faille sérieusement considérer la prise des décisions tant auprès des élus provinciaux que de nos ministres ici, des gouvernants de ces provinces issues des démembrements du Grand Bandundu au sérieux. On ne devait pas accepter de prendre un gouverneur parce qu'il est parrainé par des officines à Kinshasa. Non, parce que ces provinces vivent sous tension. Il n'y a même pas 5 ans qu'on a connu les phénomènes Yumbi. C'était en 2018. Et en 2022, nous avons Kwamoutou. Et là, c'est la frayeur auprès des bandes de ville, des Kouilou et je ne sais quoi d'autre. Parce que l'État congolais n'est pas à même d'assurer la sécurité sur ces coins-là. Je vous ai dit ici. Aujourd'hui, nous savons que pour les services de sécurité, il faille nous traquer, nous les politiques.
Mais pour éviter les attaques telles que ce que tu sais que nos populations subissent à Kwamouth, les services ne sont pas à l'œuvre. Ils n'ont pas anticipé ça. Mais combien des événements le FBI a déjoué aux États-Unis? On est au Congo. Non, je vous donne des cas. Parce que les services d'intelligence ont principalement pour mission ces genres d'activités. C'est pourquoi on met des moyens à leur disposition. Pour nous éviter les bains de sang. Pour nous éviter de morts. Mais aujourd'hui, là, on s'est complet à se présenter être agent des services. Oubliant qu'on doit être discret pour effectivement descendre et collecter des informations. Pour préserver les vies humaines. On aura des missions et missions. Mais pourtant, on pouvait éviter d'arriver à ces missions-là. Si et seulement si l'État était effectivement là et qu'il prenait soin de protéger sa population. Ben voilà, hormis la délégation gouvernementale, il y a M. Adolphe Mozito qui a prévu aussi d'aller à la rencontre de ces deux communautés. Qu'est-ce qu'il y a à Kwamoutou que les gens n'ont pas encore vu ou compris? Comme à Bunagana, il y a la richesse. Mais jusqu'à là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas qui a fait déclencher ou déborder la vase. Déjà, le nez du problème, d'après les informations que j'ai, c'est une histoire de succession. Il y a une tribu qui voulait imposer un chef et d'autres disent non, ce n'est pas votre terre. Mais dans des États, lorsque l'on arrive à des situations où les individus viennent faire les sapeurs-pompiers à la place de l'État, c'est clairement pour dire que l'État a 0 sur 10. La note de l'État congolais est 0. Parce que l'État congolais est censé être la première des institutions à être mise en marche pour la question de la paix. Mais lorsque la paix échappe à l'autorité de l'État, il y a des singuliers maintenant qui entrent. Vous allez voir les missions des Nations Unies qui viennent. Et ça vous coûte d'ailleurs cher. Vous allez voir les individus, comme le premier Mozito qui dit, bon, je pense descendre, essayer de parler avec ces gens-là. Comme ils n'écoutent pas l'État congolais, parce que l'État congolais est absent, il est défaillant, peut-être qu'ils m'écouteront. Mais il faut noter également qu'en prenant les risques, ils s'exposent. Parce que ces gens sont dans la voie de la violence. Est-ce nous devons avoir des Congolais qui accepteront de mettre leur vie en jeu parce que l'État congolais n'est pas là? Pourtant, il y a des gens qui sont détenteurs des attributs, faisant des dirigeants pour l'intérêt de l'État. Ils ont des ordonnances pour ça, ils ont des unités pour ça, ils ont des escortes pour ça, ils ont les commandements des opérations pour ça, ils ont les militaires, la police et tous ces services-là pour la paix. Mais si elle n'amène pas la paix, et qu'une personne qui n'est simplement qu'un leader, s'il faut le dire comme ça, ou un notable, vient apporter la paix à l'État, sincèrement, ils n'ont pas de raison de se faire appeler dirigeants. Voilà pourquoi nous encourageons la démarche, telle qu'est envisagée par le premier Adolphe Mozito, parce que nous pensons qu'effectivement, comme leader de ces coins-là, je suis de ceux qui pensent et qui prônent la cohésion nationale, mais dans pareille situation, il faille recourir aussi aux leaders. Et comme leader, il s'est prononcé, il dit qu'il peut aller parler. Nous l'encourageons, mais nous le recommandons vivement à bien évidemment prendre toutes les précautions pour ne pas mettre sa sécurité personnelle en jeu. Peut-être que ce n'est pas l'ICD qui n'est pas encore parti là-bas, PAC n'a pas encore visité Kwamoutou, peut-être que ça viendra. Il y a les PPRD qui étaient dans les Kwango pour d'autres activités. Pourquoi ça ne marche pas? Cette difficulté-là, cette haine-là qui se développe aujourd'hui entre les Téké et les Yaka, c'est seulement pour les affaires coutumières, c'est pas quelque chose, bien il n'y a pas de gens derrière cet événement. Qu'est-ce qui prouve? Déjà en disant que SIDEN ne s'est pas déplacé, les samedis, le président Martin est revenu sur la question de Kwamouth, un peu comme il a dit aussi pour le président Mobutu. Voilà. C'est pour dire qu'en réalité, comme compatriote, ça dérange. Vous avez sur votre plateau un des cadres de la MOUCA, président national du PAC, qui en parle aussi. Et je vais vous surprendre pour vous dire que je ne suis pas de là. Ouais, vous n'êtes pas de là. Voilà. Mais j'ai décidé... Mais pour aller là-bas, il ne faudrait pas seulement être là. Non, madame. J'ai décidé de porter les combats de la population de Maïndomé. Un peu comme je l'ai fait pour celle de la Funa. Un peu comme je l'ai fait pour celle de la Tchangou, avec ma Sina qui brille aujourd'hui par le fait de l'insécurité. Un peu comme je l'ai fait pour Ngaliema. Un peu comme je l'ai fait pour la Gombe, c'est parce que je pense que les Congos ont besoin de mon apport. Je donne des émissions, j'ai réagi au travers de mes plateformes de communication pour la question de la paix. Et il faut y encore dire, et c'est aussi mon opinion, je suis de ceux qui pensent que réellement il y a les tireurs de ficelles derrière.
Parce que cette population ont longtemps vécu ensemble. Nous n'avons jamais entendu parler de ça. Un peu comme c'était le cas en 2018 aussi. Les Tende et les Nounous vivent continuellement ensemble depuis des années. Mais pourquoi seulement en 2018 nous avons vécu ce que nous avons vécu là? Pourquoi seulement en 2022 nous vivons ce que nous vivons avec les Tekeleaka? Il y a certains même qui pensent qu'ici à Kinshasa, ce n'est pas notre terre. Je pense que vous avez entendu parler de ça aussi. Mais nous vivons. Il y a même des Congolais qui ne sont pas de Kinshasa, mais qui se sont fait élire comme députés de Kinshasa. C'est parce que nous pensons que les vivre ensemble est la lettre motif qui nous a caractérisés depuis. Et je me rappelle encore de Mobutu qui disait Tata Bomoko, Ekolo Bomoko, Mokodi Bomoko. C'est au fait de ça. Et je suis même de ceux qui pensent encore qu'il faille imposer, et au niveau des législatifs, et au niveau des gouvernorats, les non-originaires, pour la question de la cohésion nationale. Un peu comme les nominations ethnico-tribales que nous vivons aujourd'hui, pas ça. Mais il faut penser, refonder l'État dès la genèse. Une question de succession ne doit pas conduire aux morts. D'après moi, elle ne doit pas conduire aux morts. Parce qu'on peut facilement et de manière souple la régler. Il suffit d'appeler les protagonistes, leur faire voir sur pied des textes que réellement tu ne peux pas prétendre exercer le pouvoir ici parce que depuis 1960, tes ancêtres n'ont pas vécu ici. Et tout Congolais lucide, tout Congolais est pris d'esprit de paix, il comprend. Et il va chercher où il a été depuis 60, où ses ancêtres ont vécu. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit, ou quelqu'un qui aurait donné des instructions pour dire boycotter ça. Et lorsque l'État envoie les gens pour dialoguer avec vous, les propriétaires des terres, et que vous n'êtes pas là, vous entrez en brousse, ça veut dire que vous bafouez en quelque sorte l'autorité de l'État. Qui est celui qui se permettra de bafouer l'autorité de l'État s'il n'est pas soutenu? Parce que l'État a toutes les prérogatives avec elle. L'armée, la police, les services de sécurité. Mais quelqu'un qui s'entête devant la personne qui a tous ces trois attributs-là, s'il n'est pas soutenu, vous pensez qu'il va s'entêter? Je ne pense pas. Il y a difficulté, peut-être il n'y aura pas l'année scolaire, hein, les enfants ne vont pas retourner à l'école cette année. C'est déjà un blocage, un problème pour le développement du coin, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas seulement la question de l'éducation qui est sérieusement mise en branle actuellement là-bas. Bien évidemment, ça peut paraître la première, hein, parce que la question de l'éducation, c'est la vie de tout un peuple. Mais également la question de la commercialisation. Aujourd'hui, il faut dire que Ebandunduville et même Kinshasa est alimenté en partie aussi par le produit qui vient de là. Parce qu'ils sont au large du lac Maïndombe. Et là, il y a le poisson. Et ces commerces-là ne se fera plus avec quiétude. Qui est ces pêcheurs? Qui est ces chasseurs qui entrera en brousse, qui ira au large du fleuve? Pêcher sans ça, sachant qu'à tout moment, on peut jeter un projectile sur lui. Ou il flèche, ou il lance. Vous comprenez qu'en réalité, les gens auront difficile à s'alimenter. Les gens auront difficile à vendre. Les gens auront difficile à acheter. Et les gens auront difficile à dormir avec quiétude. Parce qu'à tout moment, on peut brûler ma case. À tout moment, on peut entrer chez moi et me tuer. Et sans compter le fait que les enfants n'iront pas à l'école à temps voulu. Et la conséquence, c'est que la nation ou les générations que nous créons pour demain. Est-ce que nous voulons créer les générations de gens qui sont suffisamment instruits pour faire développer les pays? Ou qui sont suffisamment frustrés par l'absence de l'État pour se rebeller contre les pays? Parce que ces enfants qui n'étudient pas aujourd'hui, demain, ils seront frustrés. Ça, c'est vrai. Et les amis de mon âge, de ma génération, ils étaient à l'école. Pendant que moi, j'ai subissé les affres des affrontements. Et pourquoi? Parce que l'État congolais n'était pas là. C'est au fait de là toute la problématique. Et que malheureusement, cette gouvernance semble prendre à la légère. Aujourd'hui, moi, je me dis, je ne vois pas cette situation être gérée par cette gouvernance. Je ne vois pas. Parce qu'ils ont fait une première mission qui n'a pas été à la hauteur. Et ils en ont fait une deuxième, nous attendons les retombées. Mais peut-être ils sont au labo, vous n'êtes pas avec eux pour trouver d'autres solutions, ça arrive. Ce n'est pas au premier ni au deuxième rendez-vous qu'on trouve toujours la solution positive. Mais c'est au premier ou au deuxième que nous continuons à enregistrer des morts, madame. Pendant que toi et moi, nous êtes sur ces plateaux, peut-être deux Congolais ont donné de leur vie là-bas. Un enfant est resté orphelin. Une femme est restée veuve. Un homme est resté veuf.
Des bétails sont en train d'errer 100 mètres. C'est en fait ça la réalité. Pendant que nous parlons ici. Et pourtant, pendant que nous parlons ici, l'État, qu'on devait imposer l'autorité de l'État là-bas et ramener la paix. Il n'a pas été besoin d'avoir un mois pour qu'à Yumbi, la paix soit totale. On n'a pas demandé un mois. Parce que l'État congolais est venu. Bien qu'en retard, il faut le dire encore. Mais il est quand même venu. Et avec sa présence, tout le monde est revenu à la raison. Et nous avons vu la paix être rétablie. Mais aujourd'hui, l'État congolais est venu. On sent que le ministre, pas n'importe lequel, le vice-premier ministre de l'Intérieur arrive. On suspend l'administrateur du territoire. Il rentre, on continue à tuer. C'est quoi? Mais peut-être parce que l'administrateur n'avait pas envoyé l'information bien avant. Est-ce qu'il est le seul antenne de l'État congolais là-bas? Je dis non. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les services de renseignement. Non, lui c'est un administratif en fait. Et il n'a que pour mission de présider le conseil de sécurité. Et lorsqu'il reçoit le conseil de sécurité, les informations, il envoie à la hiérarchie. Qui commence par les gouverneurs de province. Par les gouverneurs. Et le gouverneur a dans son gouvernement un ministère qu'on appelle ministère de l'Intérieur. Et le gouverneur reçoit un rédoc envoyé par l'agence depuis Kinshasa. C'est en fait ça la réalité. Maintenant, tous ces services n'ont pas été en même d'être informés avant. J'ai même appris qu'au ministère de l'Intérieur de chaque province, il y a un service qu'on appelle service de la population. Et ce service est censé être à proximité ou côte à côte avec le peuple. Vous allez me dire que ces gens-là mijotés, machinés, préparés dans le noir ou à 100 km de Kwamout. Non, ils l'ont fait là. Mais pourquoi tous ces services n'ont pas reçu l'information à temps? C'est fait ça la question. Et malheureusement pour nous, ce sont des vies humaines de nos compatriotes qui sont comme ça en train d'être perdus parce que l'État congolais n'est pas là. Mais cette façon de détruire les maisons incendiées, le parcelle, tout ça là, même un chef coutumier, y compris sa femme, ont été tués. C'est difficile de réunir encore les preuves. C'est peut-être difficile, mais pas impossible. Pourquoi? Parce que dans nos villages, dans nos coins, dans nos maisons, on a l'habitude de se connaître. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, maman Clémence dira, je connais mon voisin. Même s'il ne connaît pas des noms, morphologiquement, il peut en parler. Les réalisateurs disent, oui, je connais la dame qui vient travailler chez nous. Elle parle comme ça, elle est réservée. Et si et seulement si les enquêteurs descendent, il y a toujours quelqu'un qui peut donner l'information. Et dans cette information-là, on peut puiser les itinéraires ou les traces. En fait, c'est que nous avons pris en criminologie. La scène du crime laisse toujours des impacts. Des impacts. Vous n'allez pas me dire que vous entrez, vous tuez, puis vous partez sans laisser des impacts. Non. On sait savoir, par exemple, telle flèche, c'est telle tribu qui l'utilise. On sait savoir que tel insigne, c'est tel chef qui l'a. On sait savoir. Et un peu comme quelqu'un me faisait rire un peu, un ami ouest-africain qui me disait tout cessait. Tout cessait. C'est en fait ça la réalité. Donc on sait vite travailler. Et moi je crois à l'efficacité de nos enquêteurs. Je crois à l'efficacité de nos services. La preuve, c'est que la plupart des procès difficiles où ils ont été confrontés, ils l'ont remporté avec brio. Le procès chez BA par exemple. Les enquêteurs ont superbement fait leur travail. Superbement fait leur travail. Les procès Botetti. Et il y en a plusieurs. Parce qu'ils ont été là, ils ont enquêté, ils ont trouvé des éléments. Et je pense qu'ils peuvent encore le faire. Je pense. À Kenge, la ministre Rose Mutombo a exhorté les magistrats à privilégier la justice et non l'arbitraire. C'est cette dame ministre qui interdit l'exécution des décisions de justice. Non, c'est elle, non? Ah, parce que c'est d'elle dont on parle. Vous savez, je l'ai toujours dit. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nos amis des 37 ans n'ont pas appris dans les 37 ans la gouvernance. Les ministres de la justice a, de par la Constitution, le pouvoir d'injonction au parquet. Seulement. Seulement. Et de par la Constitution, il est clairement dit que la seule institution à être indépendante, c'est la justice. Mais lorsque Madame la ministre va et il exhorte, ça veut dire quoi? Il intime, il donne d'orientation. Est-ce qu'il peut les donner à toutes les composantes de l'appareil judiciaire? Je dis non. Au parquet, oui, mais pas à toutes les composantes.
Parce que la justice est censée être l'organisation la plus indépendante qui puisse être, volonté du constituant que nous sommes. Mais si, Madame la ministre, nous serons heureux que de par son secteur, aménage de grandes réformes. Parce que le secteur de la justice de la RDC a besoin de réformes. Je vais vous étonner par exemple, je ne sais pas les codes de la magistrature de mon pays, s'ils sont en quelle session déjà. Qui en est les recteurs? Et même Madame la ministre ne saura pas nous le dire. Et pourtant, il est censé être la personne qui supervise l'école de la magistrature de la RDC. Ils sont en quelle session déjà? Est-ce qu'ils ont une bibliothèque? Leur adresse est où? Et pourtant, de manière continuelle, nos magistrats ont besoin d'être formés et mis à jour. Parce que les contextes de leur nomination, de manière vraiment évolutive, connu des réformes. Nous avons reçu Ouada qui est venu. Nous avons encore reçu la question de la loi sur l'environnement, la loi sur la télécommunication. Tout ça, il est certes vrai que les magistrats sont appelés à lire. Mais il faudrait qu'il y ait des experts dans la matière qui les forment à nouveau pour qu'ils puissent joindre ces connaissances à la pratique de ce qui est maintenant. Et ça, Madame la ministre, une fois que vous avez l'opportunité de donner le micro, il faut lui demander, c'est qui les recteurs de l'école de magistrature? C'est qui les recteurs? Et ils sont en quelle session? Ce fait-là des questions fondamentales. Mais il faut encore dire, lorsque l'on a agressé le procureur général, je crois, à Kouilou, lorsqu'on l'a agressé, quelle était la position prise par le gouvernement de la RDC? Un procureur général a été agressé, nous avons vu les images. L'autre a même été poignardé dans le Congo central à Boma. Donc déjà, l'État congolais ne sécurise pas assez les magistrats, mais il leur demande trop. C'est les magistrats qu'on expose dans des procès compliqués. C'est les magistrats qu'on envoie pour des affectations à l'intérieur sans donner à temps le frais d'émission. Et vous pensez que cette population-là peut aussi porter plainte contre le gouvernement congolais un jour? Si et seulement si ils sont informés que c'est leur droit. Parce qu'il faut le dire également que les dirigeants en fait refusent délibérément de transmettre l'information aux populations, sachant qu'ici ils vont agir contre l'État. L'État congolais, de par la Constitution, est obligé de nous sécuriser. Si nous nous retrouvons dans l'insécurité, c'est que l'État congolais a échoué. Il est possible qu'il nous répare. Parce que grâce à son échec, nous avons été victimes. Je vous donne des cas. Grâce à l'absence de l'État congolais, il y a des enfants qui vont se retrouver désormais veuves, orphelins plutôt. Des femmes qui seront veuves. Et lorsqu'on est orphelin, on n'a pas de père ni de mère. Obligé de s'auto-alimenter, obligé de s'auto-éduquer. Une personne qui s'auto-éduque, vous imaginez la conséquence? Il n'a pas de contrôle, il n'a pas de pouvoir de direction sur elle. Et qu'est-ce qui arrive? Il est liberticide. Et cet enfant liberticide pourra devenir un danger pour la République. Donc il faille que l'on les apprenne réellement leurs droits. Pour dire voilà, si aujourd'hui, à Kouamou, tout ça brille, c'est parce que l'État congolais n'a pas été anticipant. L'État congolais n'a pas été présent. Il faille qu'il répare ces préjudices-là. Et c'est ce que l'on attend d'eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais il faut quand même le dire. Nous sommes partis de plus de 4 milliards de dollars à 65 millions de dollars seulement pour la guerre d'agression que nous avons connue avec l'Ouganda, la guerre de 6 jours, avec les cimetières le plus long à Kisangani. Vous imaginez toutes ces familles qui ont perdu de leurs proches, de leurs biens, ils vont se donner 65 millions de dollars qui, je ne sais pas, se partager comment, pour compenser quelle perte. Et certains sont fiers d'en parler. Nous avons obtenu 65 millions. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que nous avons quitté des milliards pour arriver à millions? Et là, c'est l'État agresseur. Mais c'est dommage qu'il arrive par la faute de l'État en interne. Qui va réparer? Et à hauteur de combien? Je fais ça la grande question. Aujourd'hui, ces derniers temps, on note l'arrivée massive de la population de Maluku, au plateau des Bateke, disons, dans les conflits qui opposent les Akaoteke. Ils arrivent à Kinshasa, Maluku 1, une forte population. Ne pensez-vous pas qu'il y aura un problème d'insécurité et des difficultés, d'énormes difficultés, qu'on aura du mal à gérer toute cette population-là? Maman, il est certes vrai, nous allons être confrontés à de nombreux défis. La première de tous, c'est la question sécuritaire. Parce qu'il faut le dire, lorsque la personne est abandonnée à son triste sort, il devient automatiquement colérique et prêt à tout faire pour être en sûreté.
Deuxièmement, c'est les logements. Comment faire pour loger toute cette population-là? Est-ce qu'on va les laisser continuer à dormir dans des barges, telles que j'ai vu dans des images? Ou dormir à la merci de tout ce qu'il y a comme vent et tempérie de la nuit? Parce que l'État congolais, déjà, n'a pas été, il faut encore, prévoyant. Sachant qu'il y aura un mouvement massif de la population, il faut y mettre des tentes, ne serait-ce des fortunes, pour recevoir de manière provisoire la population. Une fois encore, là, ils attendent les bienfaiteurs innocents, par exemple, ou l'ex-première dame pour venir faire à leur place. Et pourtant, ces derniers n'ont pas autant de moyens que l'État congolais. Et ces gens-là, comment ils vont s'alimenter? La seule façon pour eux de gagner de l'argent ou de gagner de quoi vivre, c'était peut-être la bourse, pour certains. Mais ici, là, Maluku, ils ne seront pas obligés de faire la bourse, parce qu'il n'y a même pas de bourse. Pour certains, c'était la pêche. Mais ils viennent trouver certains qui font déjà la pêche. Il va se poser une question de domaine. C'est mon territoire, c'est ma partie, c'est ma côte. Comment ils vont faire pour manger? Et les enfants, qui peut-être avaient une certaine familiarité, une certaine acceptabilité de mode de vie là-bas, est-ce qu'ils l'auront encore ici? Est-ce que le climat de vie là va être proportionnel à ce qu'ils vont rencontrer ici? Les Kinois sont un peu vifs. Hein? Ils aiment bien boire, ils aiment bien danser, ils aiment tout ce qui vient avec. Mais là-bas, c'était plus les respects mutuels. Est-ce qu'on n'aura pas cette ascendance sur la dépravation de mœurs, par exemple? Parce que là, l'enfant était habitué à couvrir tout son corps. Ici, il verra des gens presque... Ne va-t-elle pas suivre l'élan? La problématique de l'éducation ne va-t-il pas se poser? C'est au fait de toutes ces questions-là que l'État congolais devait en réalité examiner et éviter, en anticipant, en sécurisant cette population. Monsieur Jonathan, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin. Oui. Oh là là, les bonnes choses à dire, pas comme le disent les Français. Voilà. Merci à vous. Je profite également pour inviter au calme la population Tekeyaka. Si vous me permettez, j'aimerais bien les faire à Lingala. Eza Obembo Kanabiso. Eza Mabele Nabiso. Et que ça, les côté, ceux qui te font na kimia. Le contraire, tu tomboma, ceux qui te font longo. Totika kobomana, totika kokabwana. Boyo kawe bakondi ba koloba. Bien que on a retard, mais boyo kayango quand même. Apprenons à mieux vivre ensemble, comme ça a toujours été le cas. Bato bako sabino bo bo bande ko na bino ba ko sabino. Pambate, moto yo bo malelo bit pete yena nga sunga yo. Moto yo ko sa babele le temps so yendele be nga bala mwana yo. To payer nga ka pesa au moins loko pour bonga. Matondo mingi na bino. Merci mingi maman. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre attention. Les prochains numéros, c'est déjà pour les prochains jours, les jours à venir. Sinon, au revoir.